Deux volcans menacent les populations à des dizaines de milliers de kilomètres de distance. À Hawaï, la lave menace d'engloutir une ville. Une catastrophe au ralenti. Les gens ont été avertis 1 ou 2 semaines à l'avance que des coulées de lave allaient traverser leur quartier. À Sumatra, un volcan se réveille après 5 siècles de sommeil. Après une éruption terrifiante, les habitants fuient les coulées pyroclastiques capables de rayer de la carte des villages entiers. La puissance de la nature est le spectacle le plus impressionnant de la planète. Les gens installés à proximité de volcans actifs vivent dans l'instabilité. Ils savent que leur foyer pourrait à tout moment disparaître. Et c'est bien ce qui risque d'arriver aux habitants de Paoa, sur la grande île d'Hawaï. L'île est composée de 5 volcans. 3 d'entre eux ont connu des éruptions dans l'histoire récente. Quant au 4e, il vient de se réveiller. Son nom, le Kilauea. Le Kilauea est un volcan bouclier, ce qui signifie qu'il est constitué de plusieurs couches fluides de lave flottante. Il est entré en éruption en 1983. En général, ces coulées suivent un chemin bien dessiné jusqu'à la mer, où la lave forme des langues de terre qui agrandissent l'île. Mais il arrive que ces coulées de lave menacent les populations. En 1990, le Kilauea a ainsi fait disparaître la ville de Kalapana. Depuis, des maisons isolées ont parfois été emportées par des coulées de lave, mais aucune ville n'a été menacée. Jusqu'à aujourd'hui. Paoa est à l'opposé du trajet habituel de la lave. Mais l'impensable est arrivé. Une coulée se dirige très lentement vers la ville. Les habitants retiennent leur souffle. La lave va-t-elle s'arrêter en route? Ou seront-ils témoins d'une catastrophe au ralenti? Derrière moi se trouve la principale route menant à Paoa. La lave devrait la traverser dans les semaines ou les mois à venir. Phil Hong est vulcanologue et guide sur la grande île. Il est bien placé pour savoir à quel point la lave est une menace permanente ici. Les flots de lave se dirigent d'abord en fonction de la topographie naturelle. Quand les coulées brûlantes sortent de terre, elles sont fluides et suivent donc les contours du paysage. La lave avance tout doucement, s'accumulant selon des lois spécifiques. Elle forme d'abord une sorte de doigt qui durcit et crée une carapace. Comme la pression augmente à l'intérieur, des lobes de lave sortent d'un peu partout. Les habitants de Paoa ne s'attendaient pas à ce que leur ville soit ainsi menacée. Car la lave provient d'un évent très éloigné du Kilauea, nommé Pu'uo. D'habitude, les coulées durcissent bien avant de menacer les habitants. Mais cette fois, la lave a changé d'itinéraire. Elle s'est enfoncée sous la terre à travers une large fissure. Ce qui signifie qu'elle peut voyager plus loin en conservant sa chaleur plus longtemps. Et désormais, la coulée vient de refaire surface dangereusement près de Paoa. Mais elle avance si lentement qu'il n'y a pour l'instant aucune raison de fuir à toutes jambes. Ce qui n'empêche pas les habitants d'attendre anxieusement la suite des événements. Impossible de prédire son trajet. Pour les habitants de la ville, cette imprévisibilité est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle.
Comme on ne s'attendait pas vraiment à ce que la lave prenne cette direction, les gens ont été pris par surprise quand elle est ressortie de la fissure pour se diriger vers leur ville. Les gens ont donc été avertis 1 ou 2 semaines à l'avance que des coulées de lave allaient traverser leur quartier. Heureusement, entre-temps, elles ont changé de direction et contourné les maisons. Elles avancent de 300 mètres par jour maximum. À ce rythme, elles mettront 5 jours à atteindre cette route. Mais elles ont encore ralenti. Pour l'instant, on ne sait pas trop quelle direction elles prennent ni à quelle vitesse. Alors que la lave se dirige lentement vers la ville, une réunion de crise est organisée sous l'égide de l'USGS, l'Institut géologique des États-Unis, l'organisme gouvernemental qui surveille le volcan. Ces agents font de leur mieux pour assurer la sécurité des communautés et les tenir informés. Vous commencez à avoir l'habitude de cette carte. Paoa est toujours sur la route de la coulée de lave, qui avance à un rythme toujours aussi variable. Tant que ces variations, d'un jour ou même d'une semaine sur l'autre, continueront, toutes nos projections seront forcément fausses. Alors que la coulée pourrait toucher la ville d'ici quelques jours, ces réunions se font plus fréquentes. Il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas. C'est important que nous, leaders de cette communauté, on soit guidés, entourés, soutenus. La lave a atteint les faubourgs de Paoa. Elle s'apprête à frapper son premier bâtiment, la station de recyclage de la ville. Si elle poursuit son chemin, elle coupera en 2 la route APA et plusieurs quartiers seront alors privés d'électricité. Pour les autorités, c'est un vrai défi. Sur la voie rapide, à quelques encablures, se trouvent les lignes électriques qui alimentent Paoa et toute la zone sud de l'île. Ces coulées pourraient se poursuivre pendant des années. Il faut donc trouver une solution rapidement. Les poteaux électriques sont remplacés par des poteaux en béton plus grands. On les teste pour vérifier que leur base offre une meilleure protection. Toutes ces précautions prises, il ne reste plus qu'à attendre de voir si la lave épargne la station de recyclage. Les premières coulées ont atteint la clôture. Le flot s'engouffre dans le parking, mais par chance, s'arrête juste avant la station elle-même. La lave a avancé autant qu'elle le pouvait. Ce n'est pas passé loin et la ville pourrait se penser tirée d'affaire. Mais les volcans fonctionnent par cycle et des coulées de lave dévaleront sans doute à nouveau les pentes du Kilauea. Une fois que la pression se sera reconstituée au sommet, ce qui devrait prendre quelques jours ou quelques semaines. Les coulées de lave refroidies ont totalement transformé les paysages autour de la route APA. Paoa et ses environs le seront tout autant si la lave continue à avancer. Pour comprendre ce qui les attend peut-être, les habitants de la ville n'ont qu'à jeter un coup d'œil aux vestiges de Kalapana. Ces bâtiments ont été reconstruits sur les ruines laissées derrière elles par la coulée de lave de 1990 qui a détruit le village. Vous pouvez voir au loin les fumerolles du Pu'uo. C'est de là que la coulée est partie. Elle a ensuite dévalé la grosse colline où autrefois se dressait un village en lieu et place de celui qui se trouve derrière moi. Toute cette roche noire, c'est de la lave refroidie. Au bout de 15 ans, les coulées de lave se sont déplacées, les gens ont repris confiance et reconstruit leur maison. Si la lave se rapproche de Paoa, les habitants devront abandonner leur maison et trouver un autre endroit où s'installer. La vie à côté d'un volcan actif est pleine d'incertitudes. C'est une force impossible à contrôler. Ceux qui vivent à ses côtés doivent être prêts à faire leurs valises à tout moment. Du fait de l'intense activité volcanique du Kilauea, 90% de sa surface a moins de 1200 ans, avec des paysages parfois irréels.
Ces éruptions fissurales créent des paysages vraiment uniques, comme ce Spater Rampart. La lave a été projetée en l'air avant de retomber toujours à l'état liquide. Elle a commencé à couler et à goutter, en formant ses lobes et ses aiguilles. Il y a en fait deux structures différentes ici. Deux arbres, sans doute. La lave les a recouverts, brûlant la canopée, et a créé ce petit pont, sans doute en épousant les contours d'une branche. Mais on voit aussi que la végétation repousse déjà sur cette roche poreuse. Pour les Hawaïens, ces endroits sont à la fois des centres de création et de destruction. Les deux sont inséparables. Ce sont des arbres de lave. Au cours de l'éruption, de ce côté du rempart, une giclée de lave a été projetée à travers cette petite vallée. Tous les arbres ont été engloutis sous la lave. On voit leur empreinte dans la pierre. Ils étaient beaucoup plus hauts à l'époque. Mais la partie supérieure a été brûlée. Recouverts d'un manteau de lave, les arbres ont été désintégrés. Mais la végétation a en quelque sorte été figée dans la pierre pour l'éternité. Ce que vous voyez est une trace fossile. Ce ne sont pas les restes fossiles d'un être vivant, un arbre ici, mais une empreinte qui témoigne de sa présence, même s'il ne reste rien de la créature elle-même. On ne sait pas grand-chose de cette éruption, si ce n'est qu'elle a sans doute été brève, seulement quelques jours peut-être, tout en produisant un important volume de lave. La lave a continué à couler au-delà du cratère adjacent, ce qui a permis d'abaisser son niveau, en dehors des endroits où elle était retenue par des structures comme ces arbres. À Paoa, la lave s'écoule plus lentement depuis quelques jours, mais pas pour longtemps. Au cœur du volcan, la pression augmente à nouveau, et le magma en fusion remonte depuis les profondeurs vers le réservoir. Alors que le réservoir se remplit, le volcan gonfle comme un ballon sous l'effet de la pression. Au cours des siècles derniers, ces cycles à répétition ont poussé la partie sud du Kilauea vers l'océan, créant au milieu du volcan une faille que l'on appelle un rift. Celui-ci est orienté est-ouest. Comme il faudrait une pression considérable pour que le magma grimpe jusqu'au sommet, la lave choisit un chemin plus facile en passant à travers les failles du rift. Ces 50 dernières années, plusieurs cratères ont été actifs dans la zone de rift est. Cette activité éruptive peut durer entre plusieurs jours et plusieurs décennies. L'éruption actuelle, dans le cratère Pu'uo, dure depuis plus de 30 ans. Cette zone a connu de nombreuses éruptions et des lacs de lave se sont formés. La lave a fait son retour en 2008. Depuis, le cratère s'est étendu. Il libère du gaz tous les jours. Ce qui est intéressant, c'est qu'en dépit de cette ouverture, la pression est suffisante pour acheminer de la lave jusqu'au Pu'uo autour du rift. Quand la pression s'accumule au sommet, la lave est éjectée dans un éclair qui illumine la nuit. Le processus se poursuit plusieurs jours, jusqu'à ce qu'un nouveau cycle commence. Le cratère Pu'uo est interdit d'accès, car le sol environnant est instable et que ses cheminées libèrent des gaz brûlants et dangereux. Pour le voir d'aussi près que possible, Phil se dirige vers le campement de Napo, perché sur le rift. Voici le cratère Napo, l'endroit d'où l'on peut voir le Pu'uo de plus près. Pour l'instant, avec le vent Kona qui souffle, les fumerolles partent dans l'autre sens. Il fait sombre. On devrait bientôt voir le cratère luire. Avec les nuages et les fumerolles au-dessus, la réverbération devrait faire ressortir les teintes orangées. En se déversant dans le cratère, le magma crée un lac de lave phosphorescente. Le lac alimente lui-même un réseau de tunnels transportant la lave en fusion vers la coulée frontale. Les torrents de lave sont visibles à travers des lucarnes dans le sol. Quand le cratère est actif,
il est impossible d'observer la façon dont la lave est canalisée sous le sol. Phil inspecte le Monuaulu, une cheminée inactive d'un ancien site éruptif. C'est le cratère du Monuaulu. Avant que l'éruption commence, le sol était au niveau du fond. On voit les différentes couches. Les cendres projetées par la fontaine de lave, puis la lave éjectée au-dessus du cône de cendres qui a formé le dôme de lave sur lequel on se tient. L'effondrement a donné naissance à ces parois à pic, avec tous ces gravats au fond. Il s'agit de la bouche d'un tunnel de lave éteint. Ces tunnels de lave expliquent pourquoi les volcans boucliers ressemblent davantage à des grosses collines qu'à des montagnes coniques. Ce sont les principales artères du flux qui transportent le matériau en fusion loin de la cheminée éruptive. Un fonctionnement à l'opposé de celui des stratovolcans, où la lave est plus visqueuse et plus dangereuse, puisqu'elle est en général projetée hors de la cheminée lors de violentes explosions. Les tunnels se forment quand la lave se solidifie à la surface pour former une croûte externe, mais continue à pousser vers l'avant à l'intérieur. Avec le temps, la lave finit par trouver le chemin de la sortie en creusant de grosses ouvertures, comme celle en dessous de moi. Cette couche de roche autour agit comme un isolant qui permet de maintenir la température de la coulée de lave. Sur le PUO, la température de la coulée ne baisse que de 5 degrés entre le site d'éruption et l'océan, sur une distance d'une dizaine de kilomètres. Quand un volcan entre en éruption, il lui arrive de produire plus de lave que le lac ne peut en contenir. Le lac déborde, créant un canal de dégorgement. C'est le canal de dégorgement du lac de lave du Monuaulu. Quand la lave déborde et coule sur le cratère, elle se déverse dans le chenal en face de nous, sculptant les roches en dessous, giclant par-dessus les bords, pour former toutes ces fines couches de lave sur lesquelles nous sommes en train de marcher. Le cratère Monuaulu est situé sur le rift du Kilauea. Sous la terre coule du magma que l'on peut sentir et même voir. Les eaux de pluie s'infiltrent dans le sol, se réchauffent au contact du magma en fusion et ressortent sous forme de vapeur d'eau. À Hawaï, les tunnels de lave éteints, comme bien d'autres reliefs volcaniques, font partie de la culture locale depuis des siècles. On les utilisait même pour se défendre. Voici un Pu'uonua, un refuge. Les Hawaïens ont aménagé ce tunnel de lave en place forte défensive, où l'on pouvait stocker des biens précieux, collecter les eaux, etc. L'entrée est très étroite, afin de pouvoir être facilement défendue par un seul guerrier armé d'une lance. On voit bien à quel point c'est étroit ici. Pour entrer, il faut vraiment ramper à genoux. Mais le tunnel est assez grand pour que des villages entiers viennent s'y réfugier et attendre de pied ferme les assaillants, avec quantité de vivres en temps de guerre comme en temps de paix. Les tunnels de lave servaient à tout. On les utilisait comme abri pour garder des aliments au frais et aussi pour collecter l'eau. Il suffisait de fabriquer un petit trépied avec des rochers au bout duquel on posait une gourde. De cette manière, on pouvait récupérer les gouttes qui suintaient des anfractuosités dans la voûte. Il y a une trouée sur l'océan. Quand les Hawaïens utilisaient ces grottes, elles étaient complètement scellées. Mais en 1975, la falaise s'est effondrée après un gros tremblement de terre, créant cette ouverture. Quand le flot de lave s'arrête, les tunnels se vident sous l'effet de la gravité. Et celui-ci, comme bien d'autres sur l'île, termine sa course dans l'océan. La lave devait se déverser dans l'océan dans un tourbillon de vapeur. Quand le flot s'est tari et que le tunnel s'est solidifié au bout de plusieurs années, les Hawaïens l'ont transformé en abri.
Pendant ce temps, Paoa est à nouveau en état d'alerte. L'augmentation de la pression dans le principal cratère du Kilauea n'a mis que 5 jours à relancer les coulées de lave. Celle qui s'était arrêtée juste devant la station de recyclage est à nouveau en mouvement. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la défense civile d'Hawaï. Ces 24 dernières heures, la coulée s'est déplacée d'une dizaine de mètres par heure. Donc elle avance bien. En fait, elle alterne entre des périodes d'accélération et des moments de ralentissement où elle est quasiment à l'arrêt. Mais c'est vrai qu'elle est active. Elle avance. Les premières coulées atteignent la route APA. La chaleur est telle qu'elle fait fondre le bitume. Et la coulée ne s'arrête pas là. Un volcan bouclier en action. La coulée de lave avance centimètre par centimètre. Les habitants de cette maison ont eu tout le temps d'évacuer. Mais le premier contact avec la matière en fusion est fatal à leur foyer. Si la coulée continue sa route après avoir traversé la principale route de la ville, elle finira par atteindre la voie rapide. Les 8000 habitants de Paoa seront alors coupés du monde. La coulée est toujours active ce matin. Concernant le délai avant qu'elle ne touche la route du village, c'est très difficile de faire des prévisions. Mais elle pourrait l'atteindre d'ici 24 à 36 heures si elle continue dans la même direction et sur le même rythme. La lave continue à avancer vers la grande route, détruisant tout sur son passage. Soudain, coup de chance. Le torrent de lave, à court d'énergie, s'arrête à quelques mètres de l'asphalte. Mais la menace n'est pas écartée pour autant. La coulée n'a fait que changer de direction et se rapproche de Paoa. Elle fonce vers un grand centre commercial en bordure de la ville. Au rythme où elle va, elle pourrait l'avoir atteint d'ici 2 semaines. Là encore, les habitants de Paoa ne peuvent qu'attendre, impuissants, de voir ce que le volcan leur réserve. Difficile de prévoir combien de temps l'éruption continuera. Même les scientifiques ne le savent pas avec précision. Cette éruption a commencé il y a 30 ans. Nous avons pu reconstituer l'histoire géologique d'autres endroits du volcan, où il est courant que de la lave lisse coule pendant 50 ou 60 ans. Quant au cratère Monualua, il est arrivé que des flots de lave s'en déversent sans discontinuer pendant 5 siècles. À l'autre bout du monde, sur l'île indonésienne de Sumatra, un volcan menace aussi les populations voisines. À la différence du Kilauea, le Sinabung est un stratovolcan. Sa lave est épaisse et visqueuse. Lors des éruptions, elle s'amasse au sommet pour créer un dôme. Le dôme grandit à chaque nouvelle éruption magmatique et devient de plus en plus instable. Et quand il finit par s'effondrer, une avalanche de roches et de gaz volcaniques brûlants dévale ses pentes. Un phénomène nommé coulée pyroclastique qui détruit tout sur son passage. Les coulées pyroclastiques sont soudaines et mortelles. En 1902,
un nuage de cendres brûlantes a ainsi dévalé les pentes de la montagne Pelée, en Martinique, pour s'abattre sur la ville de Saint-Pierre et tuer ses 30 000 habitants. On dénombre 150 volcans actifs en Indonésie. Le pays vit donc en permanence sous la menace d'une éruption. Andy Susanto est un guide de volcans mondialement connu. Personne ne connaît aussi bien que lui les volcans de son pays. L'activité du Sinabung est au niveau 3. Niveau 3, ça signifie état d'alerte. Le niveau 3 signifie qu'un volcan peut potentiellement produire une éruption majeure. On peut voir une coulée pyroclastique d'ici. Le niveau 4 signifie que le volcan est entré dans une phase éruptive majeure. Selon les résidents des hôtels, cette nuit, vers 5 heures du matin, il y a eu une coulée pyroclastique particulièrement massive. Andy nous conduit à la limite de la zone interdite. Un volcan comme celui-ci impose des mesures de sécurité particulières. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à la bonne distance de sécurité, à 4,5 km du volcan. La zone située entre 3 et 4 km du cratère est le premier périmètre d'exclusion. Tous les gens qui vivaient à moins de 4 km du sommet ont dû partir. C'est la topographie naturelle qui définit les zones d'exclusion autour d'un volcan. Ici, une petite rivière coulant dans les gorges constitue un rempart contre les coulées pyroclastiques les plus modestes. J'utilise cet endroit à cause de toutes ces considérations. On y dispose d'une très bonne vue pour observer en toute sécurité les explosions ou les coulées pyroclastiques dévaler les pentes. Ces dernières semaines, de nouvelles giclées de magma ont été expulsées par la cheminée sous le dôme. De gros blocs de lave sortaient du cratère. Quand le dôme devient trop grand, des bouts de roche sont arrachés à cause de la gravité et de la pression. Tout à coup, un pan entier s'écroule. Les roches se désintègrent, libérant les gaz brûlants emprisonnés dans la lave. Les blocs se séparent pour former des composés de roches et de lave chauffés à blanc, qui s'élèvent le long du volcan en une colonne de cendres. Eh ben, on a enfin vu une éruption avec un panache de cendres. Il fait presque 1,5 km de haut et il s'étend vers la vallée. Le Sinabung est très actif en ce moment. L'éruption était modeste, mais les coulées pyroclastiques vont grossir au fur et à mesure que le dôme s'étendra. Longtemps considéré comme un volcan dormant, le Sinabung s'est réveillé en 2010, après 5 siècles de sommeil. De nombreuses villes situées dans la zone dangereuse ont dû être abandonnées. Mais il y a quelques mois, certains habitants du périmètre interdit ont préféré ignorer les avertissements des autorités, avec des conséquences tragiques. Il y a 2 petits villages à seulement 3 km du sommet. Bakira et Sukameria. Une coulée pyroclastique leur est tombée dessus le 1er février. 14 personnes sont mortes. En Indonésie, tous les volcans dangereux pour les populations sont surveillés par l'agence géologique gouvernementale. Mais le Sinabung était en sommeil depuis si longtemps que cette dernière ne s'y était jamais intéressée. Alors même que de nombreux fermiers s'étaient installés sur ces pentes pour y exploiter les riches terres volcaniques. Quand il s'est réveillé en 2010, l'évacuation a commencé. 3000 personnes ont dû quitter leur foyer. Les autorités ont essayé d'en reloger autant que possible,
Mais certaines ont atterri dans un camp de réfugiés où elles vivent depuis des années. Elles y attendent que soient construits les nouveaux logements promis par le gouvernement. Mais ces agriculteurs n'ont que leur terre pour vivre. Alors, au mépris du danger, quand le volcan est calme, ils retournent au village faire la récolte, qu'ils vendent ensuite sur le marché du camp de réfugiés. Les aléas de la vie en Indonésie. Le volcan Karangetang dans la province de Sulawesi du Nord. Andy visite un village abandonné, dévasté par une coulée pyroclastique. Nous sommes dans une zone très dangereuse. Ce volcan est actif depuis longtemps. Normalement, il reste au niveau d'alerte 3. Quand une coulée pyroclastique approche, il est trop tard pour se cacher. En plus des débris, le nuage transporte une surge pyroclastique constituée de cendres et de gaz brûlants. C'est épais. La couche par terre fait bien 5 cm. Il y a toujours des gens qui veulent rester, mais c'est très dangereux. Les habitants ont été évacués et relogés. Ils n'ont plus le droit de vivre ici. C'est terrible. Le Karangetang est très actif. Il est dans une phase d'activité permanente depuis mai. Andy est bien conscient des dangers, puisqu'il vit lui-même tout près d'un volcan connu pour ses coulées pyroclastiques dévastatrices. Le mont Merapi, le grand volcan le plus actif d'Indonésie. Il produit une éruption tous les 2-3 ans et une éruption majeure tous les 10-12 ans. La dernière a eu lieu en 2010. Plus de 300 personnes y ont trouvé la mort, dont un grand ami d'Andy, son mentor, Mba Puto. C'est ici que se trouvait la maison de mon cher ami Mba Puto et de sa femme. C'était l'un de mes meilleurs amis. Je me souviens très bien de cet endroit. J'imagine souvent que je suis en train de bavarder avec lui, dans cette pièce. Là, c'est le salon. Ici, le Inno, la pièce pour le bétail. Et on faisait la cuisine derrière. J'aimais cette maison parce qu'elle était tout près d'un volcan. C'est ma passion et mon métier. Mba a poussé Andy à suivre sa passion. C'était le président du club des guides de montagne du Merapi, où Andy travaillait comme guide. On parlait déjà beaucoup du Merapi à l'époque, mais il est beaucoup plus actif désormais, et donc potentiellement plus dangereux. Il est d'un âge vénérable, vous savez, et je le respecte. Il en sait plus que moi. Andy était absent au moment de l'éruption, mais il est revenu voir son ami à l'hôpital. C'est la dernière fois que je l'ai vu et que je lui ai parlé. Je savais déjà que sa femme était morte. Quand je suis venu le voir en soins intensifs, il était en mauvais état. Il était brûlé à plus de 60%. Il n'arrêtait pas de me demander « Andy, où est ma femme? Où est ma femme ?» Alors j'ai éclaté en sanglots. Andy a été l'un des premiers à risquer sa vie pour venir en aide aux victimes, immédiatement après la catastrophe. Le mari de cette femme était retourné au village pour s'occuper des récoltes et des animaux quand il a été tué par l'éruption. Les autorités essaient tant bien que mal de trouver des moyens de protéger les paysans, surpris par les éruptions. Elles ont ainsi fait construire un bunker souterrain où s'abriter en cas de coulée pyroclastique. Il fut essayé pour la première fois lors d'une éruption en 2006. Malheureusement, sans succès.
Le bunker est enterré à 5 mètres de profondeur. Ses murs sont épais. Les membres des équipes de secours ont essayé d'évacuer un maximum de gens. Mais ça n'a pas marché. La température des coulées pyroclastiques peut monter à 800 voire 1000 degrés. Alors je vous laisse imaginer. 2 personnes sont mortes piégées dans le bunker, transformées en véritables fours par la chaleur extérieure. Le refuge est devenu un monument macabre pour les touristes venus admirer le volcan. L'un d'entre eux est mort dans la salle de bain et l'autre ici. Ils ont sans doute essayé de fermer la porte, mais peut-être trop tard. Impossible de savoir si les 2 hommes n'ont pas laissé la porte ouverte pour permettre à d'autres personnes de les rejoindre. On a même utilisé un excavateur. On a creusé, etc. Parce que tout le monde voulait savoir ce qui était arrivé à ces 2 hommes. Le bunker n'est pas le seul témoignage des dangers du Merapi. Malgré les milliers de vies prises par le volcan depuis des siècles, des gens continuent à vivre sur ces pentes. Toute leur vie tourne autour du volcan. Ils gagnent de l'argent avec le sable, avec la roche, avec les cendres, qui rendent cette terre si fertile que tout pousse ici. Si les paysans choisissent de retourner dans leurs fermes malgré les avertissements, c'est pour une raison très simple. L'alerte était au niveau 3. Et tout à coup, d'une semaine sur l'autre, les autorités de l'Agence de surveillance volcanologique d'Indonésie l'ont fait passer au niveau 4. Alors les paysans s'inquiètent pour leur bétail, qu'il faut nourrir, et pour tout ce qu'ils ont dû laisser derrière eux. Ils veulent vérifier que tout va bien. Dans les années qui suivirent les éruptions, les villages en ruine ont fait office de sinistre, rappel de la dangerosité du volcan. Ici, à 13 km du sommet, il y a ce que les gens du coin appellent un musée, mais qui est en fait une propriété privée. Elle appartient à la famille Yanto. Cette famille a tout perdu à cause d'une coulée pyroclastique. Mais ils ont pu être évacués. Et depuis, ils récupèrent tous les objets abandonnés après les éruptions. Les gens d'ici aiment visiter ce musée parce qu'ils ont envie de savoir, de voir, ils ont envie de comprendre ce qui se passe. Ces artefacts témoignent de la hâte avec laquelle les gens ont dû partir. Contrairement au volcan hawaïen, qui laisse tout loisir aux gens de déménager en emportant leurs affaires, ici, les gens ont dû tout laisser derrière eux. Chacun de ces objets rappelle ce qui arrive quand un brasier volcanique rencontre les produits de la civilisation humaine. Face aux forces élémentaires de la nature, nous sommes parfois complètement démunis. Une horloge est restée bloquée sur l'heure exacte où la vie de milliers de personnes a basculé. La dernière éruption massive du Merapi a eu lieu un vendredi, à minuit 5, le 5 novembre 2010. Cette famille a simplement voulu rappeler aux gens les dangers des volcans comme le Merapi. Autre effet secondaire d'une éruption, les lahars. Ces coulées de boue qui charrient des débris pyroclastiques dans les ruisseaux et les rivières. Ces fleuves de boue mortelle sont capables de s'étendre bien au-delà du lieu de l'éruption. Dans la ville d'Armero, en Colombie, 23 000 personnes furent tuées par le lahar du Nevado del Ruiz qui engloutit leur ville. Lors de l'éruption du Merapi en 2010, un volume considérable de pyroclastes fut charrié à contre-courant. Les débris s'entassèrent sous le pont, enjambant la principale route de Yogyakarta, au point où la rivière sortit de son lit et inonda la ville. Des années plus tard, la ville n'est pas toujours remise de la catastrophe, et certains de ses habitants sont encore hantés par ce cauchemar.
De nombreuses personnes avaient refusé de s'en aller, malgré les avertissements des autorités. Un choix qu'elles payèrent parfois de leur vie. C'est bien ce qui faillit arriver à Bapakwarto. Il vivait dans cette ville au moment du lahar et il s'est retrouvé immergé jusqu'au cou. Alors qu'il tentait d'avancer dans les eaux montantes, ses jambes se sont retrouvées prisonnières de la boue de cendre. Il lutta toute la nuit pour maintenir sa tête hors de l'eau. Sans la moindre chance d'être secouru, il était persuadé que sa dernière heure était venue. Des débris charriés par la rivière, aussi gros qu'une voiture, éventraient les maisons. L'un d'entre eux vint s'écraser sur celle de Warto. C'était le miracle qui l'attendait. L'eau s'évacua par l'ouverture, ce qui lui sauva la vie. Tous n'ont pas eu cette chance. La plupart des habitants sont partis s'installer ailleurs, mais certains, comme Bapakwarto, ont tenu à reconstruire leur maison. Sa maison se trouvait ici. Le salon était là. La famille regardait la télévision. Tout a été englouti par le lahar. Il a déjà emménagé ici, dans la nouvelle maison qu'il a construite après la catastrophe, avec tout ce que le lahar avait épargné. S'il y a une seule leçon à retenir de tous ces événements, c'est que le seul moyen de protéger les gens est de les éloigner du volcan. Il faudra des années pour que les anciens habitants de la zone de danger puissent ne serait-ce que penser à reconstruire. Ils ont pour la plupart accepté les offres de relogement des autorités et ils emménageront bientôt dans l'un des nombreux villages construits par des militaires. Les premières familles ont commencé à s'installer. Ici, elles seront à l'abri du volcan. Quant à ceux qui vivent juste en bordure de la zone de danger du Sinabung, ils se sont habitués à l'exceptionnel. Ils reconstruisent leur vie du mieux qu'ils le peuvent, dans des maisons suffisamment éloignées pour être en sécurité la nuit. Mais pendant la journée, ils continuent à cultiver les pentes au pied du volcan, au cœur du périmètre interdit. Difficile de savoir ce que le volcan réserve. Comme son histoire est mal connue, on ignore s'il est capable d'éruptions majeures. Mais pour l'heure, il reste très actif. À Hawaï, les habitants de Paoa attendent toujours de savoir s'ils devront quitter leur maison. La coulée de lave est à 2 pas du centre commercial. Mais, nouveau coup de chance, le torrent de lave s'est épuisé. Quelques semaines plus tard, le danger semble définitivement écarté. La coulée a changé de direction et se dirige désormais vers une zone inhabitée. Mais ces gens qui, il n'y a pas si longtemps encore, se croyaient à l'abri des caprices du Kilauea, doivent désormais vivre avec une réalité très différente. Ils savent que la prochaine coulée de lave sortie des entrailles du volcan pourrait détruire leur ville sans préavis. Les hommes ont depuis des siècles l'habitude de soumettre la nature à leur volonté. Nous avons rasé des forêts, asséché des rivières
et bétonner toutes sortes d'espaces naturels pour créer un monde adapté à nos besoins. Mais contre les volcans, nous ne pouvons rien faire. C'est une force que nous sommes incapables de domestiquer.